qui englobe la chimie, la physique, enfin tout ce qu'on peut faire, ça a un but bien précis. C'est une question de survie de l'espèce. Ce que vous avez montré dans vos conclusions et puis au cours de votre exposé, c'est que la toxicité des produits que nous avons élaborés et dont nous avons peuplé notre environnement nous nuit. Elle agit contre la reproduction de l'espèce et il faut absolument contrôler ça. Et la question c'était de savoir quels sont les protocoles que vous utilisez lorsque vous détectez une molécule nocive pour évaluer sa nocivité, sa toxicité. Alors, en termes de toxicité, si vous voulez, là c'est pareil, nous sommes en recherche. Donc en fait, on a des outils, on a des méthodes qui évoluent, on a aussi ce qu'on appelle des endpoints, c'est-à-dire en fait des évaluations finales de toxicité qui se perfectionnent tous les jours avec les outils clonins en termes de biologie moléculaire. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de voir au niveau d'une séquence du génome, par exemple, quelles peuvent être les inductions dues à l'exposition à certains produits. Le problème, c'est qu'après, eh bien, il faut qu'on puisse interpréter ces manifestations en termes en particulier fonctionnels, en termes qu'est-ce qui va se passer pour l'individu, qu'est-ce qui va se passer pour l'espèce. Et ça, c'est des intégrations au niveau de différents niveaux qui vont du moléculaire à l'organisme, à la communauté, à la population, à l'écosystème. Donc là, c'est des visions, premièrement, globales que peu de scientifiques ont. C'est des visions qui donnent un peu, quelquefois, à tourner la tête, parce qu'il faut travailler sur différentes échelles d'organisation. Et on fait ce que l'on peut. Je crois que là, on fait ce que l'on peut. Et c'est vrai que pendant très très longtemps, les réglementations ont été basées essentiellement sur des limites de concentration de produits chimiques à ne pas dépasser, qui étaient quelque part basées sur une sorte de principe de précaution. Il faut bien le dire, la plupart des concentrations telles qu'elles ont été définies en termes de réglementation n'étaient souvent pas du tout liées à un quelconque seuil de toxicité avéré. Voilà. Que ce soit par exemple sur la norme sur les pesticides dans l'eau, que ce soit beaucoup de choses comme ça. Maintenant, on commence à les conforter d'autant mieux que beaucoup d'aspects toxiques et écotoxiques ont été développés. Mais est-ce que vous continuez ou est-ce que vous faites des essais in vivo pour évaluer justement Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, bien sûr, oui. Bon, on travaille essentiellement quand même maintenant de plus en plus sur des cultures de cellules, qui peuvent être des cellules aussi humaines. Oui, absolument. Christian Averrousse, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire concerne en quelque sorte un hommage à la réglementation REACH européenne qui est quand même en pointe mondialement, ce qui reflète en fait le poids important de la chimie européenne dans le monde et d'autre part du marché européen dans le monde. Donc ce que vous avez dit sur le Brésil pourrait être dit sur la Corée ou d'autres pays. Et donc, effectivement, on peut considérer que c'est un avantage comparatif en termes de commerce, peut-être pour l'industrie européenne. La question est, vous l'avez déjà introduite, c'est avez-vous des commentaires sur le principe de précaution qui est dans la Constitution française? Votre question est intéressante parce qu'en fait, j'avais une diapositive sur le principe de précaution que j'ai enlevé pour l'exposer. Voilà. J'ai pas trop de commentaires là-dessus. Je vais revenir quand même sur le premier commentaire que vous avez fait. Alors effectivement, je pense que REACH, l'industrie européenne au début, quand ça a été mis en place, ils ont vu ça comme une contrainte, ils ont dû le refourcher, le repousser. Bon, moi je me rappelle que j'avais discuté avec certains représentants du CEFIC, le syndicat européen des industries chimiques. Je leur ai dit, mais non, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut que vous appropriez. Ça va être une force pour la chimie européenne. Mais bon, c'est pas toujours facile. C'est facile quand on est dans le monde académique et que l'on n'est pas, je dirais, au carrefour d'enjeux économiques, mondiaux, sociétaux, d'emploi, etc. Voilà. Bon. Mais bon, je pense que le tournant a été bien pris. Honnêtement, j'ai encore rencontré certains représentants de la société, des grands groupes pour pas les nommer, parce que je ne veux pas privilégier l'un plutôt que l'autre. Bon, je pense quand même que là, c'est
Bon, je rappellerai quand même qu'une évaluation a été faite de ce que pouvait représenter pour l'industrie chimique européenne la mise en place du règlement REACH en termes de chiffrage de chiffre d'affaires, en termes d'évaluation, de mise en place de toutes ces études pour la toxicité. On était quand même à quelque chose qui était aux alentours de 0,2% du chiffre d'affaires total de l'industrie chimique européenne. Donc bon, voilà, sachant que bon, c'est un marché qui est relativement important. Alors, sur le principe de précaution, le principe de précaution, je pense que c'est un principe qui est en fait pour moi un principe d'action. Et 95% des gens ne le voient pas sous cet angle-là. C'est-à-dire que globalement, qu'est-ce que dit le principe de précaution? Moi, plutôt comment je l'interprète, c'est il y a un problème, et ce problème, en fonction de la connaissance que l'on a du problème, au niveau scientifique, au niveau de toutes les approches qu'on peut avoir, il faut que l'on prenne une décision. Mais cette décision, et c'est là où c'est un petit peu le bas qui baisse, c'est mon interprétation moi, cette décision doit être prise de manière à que ça ne soit pas un processus irréversible par rapport à la résolution du problème. C'est-à-dire que quelque part, il peut très bien se faire que dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on soit complètement orthogonal à la manière dont on a voulu effectivement résoudre le problème. Je n'ai pas d'exemple en tête parce que on pourra en trouver certainement, mais je pense que c'est un peu le point d'achoppement du principe de précaution, c'est-à-dire rester dans un processus réversible de repositionnement du problème et de nouvelles solutions à apporter au problème. Alors dire après, est-ce qu'il fallait introduire dans le principe dans la Constitution, je ne sais pas, je suis un peu sceptique. Je pense qu'a priori, les approches de développement durable, au contraire, il faut qu'elles perfusent dans la société, mais qu'elles ne restent pas dans un mode de communication. Actuellement, on a l'impression que c'est surtout de la com. Alors c'est ce que je disais, pour nous, discipline scientifique, on est capable de s'approprier ce concept, de pouvoir le décliner par rapport à notre propre discipline, parce que quelque part, en scientifique, on va être capable de le quantifier, de le qualifier avec des objectifs, avec des indicateurs, avec des critères. Ce qui fait aussi par d'autres aspects. Je pense qu'au niveau, par exemple, des collectivités locales, la mise en place des agendas amateurs se sont faits quand même sur des démarches qui étaient quand même des démarches relativement raisonnées, avec la définition d'objectifs, avec la définition de points d'action qui sont pu se décliner sur des choses très, très importantes. Je pense par exemple rien qu'à la ville de Bordeaux qui a complètement banni l'utilisation de tous les produits sanitaires non dégradables et non renouvelables. Voilà. Bon, Alain Juppé, effectivement, a été converti au développement durable après son illumination canadienne. Mais je pense que dans les faits, il a réussi à mettre en place, effectivement, sur la ville de Bordeaux, une démarche qui est quand même relativement exemplaire. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi, sur le principe de précaution, je dirais, pourquoi pas un principe de prévention, qui est peut-être pas si long. Par contre, je voudrais vous demander, est-ce que vous savez, sur les 25 675 dossiers qui ont été déposés, combien la France en a déposé? Non, là j'ai pas cette information. Je pense savoir qu'on n'est pas de très très bons élèves. Je sais pas, là je peux pas vous dire. Et par ailleurs, actuellement... Enfin, je vais finir là-dessus, je pense que je pourrais vous dire ça dans quelques temps parce que j'ai un rendez-vous avec l'Agence européenne des produits chimiques à Helsinki et je dois un petit peu débattre avec eux sur certaines questions en particulier. Ça, merci de me la donner, j'imposerai. Et puis par ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que certains pays européens utilisent des produits, par exemple, vous avez des produits d'importation qui sont mis en France par fraude, et est-ce qu'il y a un moyen là un moyen d'attention, puisque si vous voulez, on sait que sur certains produits qui sont relatifs aux cultures, c'est-à-dire sur l'alimentation, il y a énormément de produits qui sont d'importation et des produits qui ne sont pas du tout autorisés en France. Oui, alors ça, effectivement, c'est un problème, c'est un souci. Alors moi, je ne saurais pas trop vous répondre par rapport à ça. Bon, je sais qu'au niveau des douanes et de la répression des fraudes, il y a eu l'interdiction de l'eau, de produits alimentaires qui ont été refoués aux frontières françaises. Il y a certains produits qui sont aussi impropres sur le sol français.
Là, bon, j'ai pas forcément d'informations des cas précis. Bon, on va citer uniquement l'importation de lapins chinois il y a 3-4 ans, hein, qui était bourré en fait de produits antibiotiques, etc., qui dépassaient les seuils, les concentrations maximales admissibles en termes de journée. Oui, bonsoir. Alors, 2 points, déjà une remarque par rapport à REACH, puisque vous parlez de l'internationalisation de REACH. Dans ce cadre-là, justement, je parle un peu de mon expérience personnelle, puisque dans 2 semaines, je vais au Québec faire une présentation de REACH et du nouveau règlement CLP, et ainsi que l'intégration de la chimie verte et de la relation entre REACH et chimie verte. Donc on est en plein dans l'actualité, donc les Québécois sont tout à fait intéressés par ce sujet-là. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, concernant les produits, bon, effectivement, la France, concernant l'enregistrement, a eu un certain retard à l'allumage, on va dire, mais elle l'a rattrapé. Elle l'a rattrapé sous l'égide de l'UIC, puisque c'est l'UIC, l'Union des industries chimiques, étant le moteur en France de la mise en application de REACH. Concernant notamment, par rapport à ce que disait Madame, sur les produits d'importation, alors, bien sûr, on a toujours des risques sur des produits d'origine alimentaire et autres, ça c'est clair, même si on a un certain nombre de réglementations qui règlent ça. Par contre, il est clair que maintenant, bien sûr, ça mettra un certain temps, mais avec l'arrivée de REACH, que ce soit au niveau des articles et au niveau des produits, des substances contenues dans les préparations, REACH doit, bien sûr, permettre d'avoir un contrôle beaucoup plus strict sur les produits qui seront importés, des produits hors Union européenne, par rapport à ça, et notamment par rapport aux produits soumis à ce qu'on appelle les SPHC, qui sont les produits les plus préoccupants, qui sont contenus dans un certain nombre de produits, c'est-à-dire essentiellement des cancérogènes catégorie 1, catégorie 2 et des perturbateurs endocriniens. Un point concernant donc cette chimie verte qui est en plein essor, on en parle beaucoup, mais quid de notre système d'enseignement par rapport à ça, je m'adresse un peu à l'avis de ce côté-là, puisque je pense que la chimie verte en matière de chimie organique, il y a une relation très étroite et que je pense que là, il y a beaucoup d'avenir pour les chimistes organiciens aussi de ce côté-là. Oui, tout à fait. Il y a de l'avenir, mais bon, que ce soit au CNAM, que ce soit dans les autres établissements d'enseignement supérieur, il y a des actions. Comme Philippe l'a dit tout à l'heure, il l'a évoqué, il y a à Bordeaux, il y a des actions au CPE aussi, qui a évoqué notre maire, que je connais particulièrement bien. Là aussi, le CPE est en pointe, c'est-à-dire que le CPE à Lyon, on l'a appelé de la chimie, se devait bien évidemment de développer aussi cet axe-là. Et j'ai l'impression même d'ailleurs que cette floraison de diplômes, d'enseignement est en train d'être, disons, un peu contrôlé par le ministère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, c'est un peu comme tout ce qui est bio, les biotechnologies, tout ce qui est un peu, disons, mis en avant au niveau des médias. Tout le monde s'engouffre dans cette voie-là. Donc en fait, il n'y a pas pénurie en la matière. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées à l'heure actuelle. Et comme tout, ça va se réguler. En tous les cas, chacun en a pris conscience, c'est sûr et certain. Bonsoir, moi c'est une petite question peut-être un peu candide. Je m'étonne toujours sur la quantité de produits d'entretien. Par exemple, on nous fait croire que pour nettoyer la maison, il faudrait un produit pour le four, un produit pour ceci, un produit pour cela, qu'il faudrait que ça sente bon dans la maison, qu'il y ait des détecteurs de mouvement qui font pchit et qui envoient je ne sais quelle substance en l'air, etc. C'est vrai que quand on parle de chimie, les gens disent oui, les industriels, les agriculteurs, et personne ne s'interroge sur ses propres consommations. Voilà, est-ce que, des choses quotidiennes, vous parliez des produits, des soins corporels, est-ce que le silence qui entoure ces produits, même qu'ils ont même un certain aura positif, puisqu'ils nettoient la maison, ils sont bons, etc., est-ce que c'est... je suis étonnée que les pouvoirs publics n'aient jamais essayé de réguler un tout petit peu, peut-être la multiplicité de ces produits. Merci.
simple. Enfin, je veux dire, c'est quand même de votre responsabilité en tant que consommateur et citoyen. Donc, quelque part, vous pouvez complètement et totalement, je dirais, être acteur dans cet aspect-là. Moi, ce qui m'affole, c'est quand je vais dans les jardineries, quand je vois effectivement tous ces produits qui sont à la disposition du commun des mortels et qui sont, on ne sait pas comment ils sont utilisés. Voilà. Les pesticides, etc. Bonsoir. Moi, je vais vous poser une question de profane. Je ne suis absolument pas dans le domaine de la chimie, encore moins dans l'industrie, mais je suis citoyenne, je suis consommatrice, je fais mes courses comme tout le monde en grand magasin. Et pour rebondir sur la remarque et la question de l'interlocutrice précédente, c'est extrêmement difficile de se repérer dans les rayons quand vous lisez les étiquettes des produits qui ont pignon sur rue, qui sont des marques nationales, etc. Et pour lesquels il y a énormément de publicité, effectivement. Pour des gens qui ne s'y connaissent pas, la chimie fait peur, enfin, dans tous les cas, peut surprendre. Il y a des mots compliqués, et comment justement le citoyen et le consommateur, puisqu'on en vient un peu là, peut-il se repérer? Parce qu'en plus, il y a aussi des questions de marketing, nous sommes dans une économie, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut vendre. Comment faire pour consommer au mieux et faire des choix justement intelligents? Écoutez, je vais faire la même réponse qu'à madame tout à l'heure. Hein. Je veux dire, c'est quelque part, c'est à nous à nous éduquer en tant que consommateurs citoyens. Excusez-moi, vous pouvez venir me voir après. Je n'utilise aucun produit. Aucun. J'en achète. Non, mais on peut le faire. Quand vous achetez au frigo, vous avez la consommation des prix de A à B. On ne va pas faire la même chose sur les produits communs, parce que vous avez des listes exhaustives. Oui. Non, mais moi, je défends pas l'industrie agroalimentaire. Hein. Vous savez, bon, il y a des choses qui sont en cours là. Hein. Alors effectivement, on va bientôt avoir l'empreinte CO2, l'empreinte carbone sur les produits que vous allez acheter pour savoir si effectivement c'est des produits qui ont été fabriqués à 3000 km, qui ont été fabriqués localement, etc. Bon, oui. Les gens achètent, n'achètent pas tous les produits qui sont mal dosés. Non, bien sûr. Les industriels sont accusés de devenir vertueux. Bien sûr, enfin, c'est déjà quand même un petit peu le cas. Vous avez quand même des produits qui sont marqués non OGM. Vous achetez un shampoing, vous OGM ou non OGM, oui, mais bon, et s'il prend contact avec madame, parce qu'elle va vous expliquer que vous n'avez pas besoin d'acheter du shampoing. Voilà, mais je vous dirais presque la même chose moi aussi. Ça, c'est un problème après individuel. Voilà. Merci. Attendez le micro, c'est plus facile. Merci, bonsoir. En tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut faire confiance à la directive REACH, dans la mesure où c'est l'industriel qui va déclarer le produit et qui a fait les études pour démontrer que le produit est viable, si je peux m'exprimer ainsi, alors que, j'allais dire, en tant que citoyen, on a vu récemment la problématique de la mise sur le marché des produits, notamment les médicaments, avec les effets délétères qu'on peut connaître sur les médicaments. Donc, on peut quand même se poser la question de savoir est-ce que les industriels font les études ad hoc, puisque vous avez cité dans le cadre de la directive REACH qu'ils peuvent faire des études. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces études ou est-ce que finalement ils vous garantissent que le produit va être bon et qu'il n'y aura pas de problème? Je vous rappellerai quand même que ce rapport d'évaluation, ils doivent le produire et ils doivent le produire et c'est pas eux qui vont évaluer ce rapport, c'est l'Agence européenne des produits chimiques. Et à partir de là, c'est elle qui va dire go, no go, on y va ou on n'y va pas. Je crois que c'est quand même important. C'est pas uniquement une déclaration formelle qui va se faire et produire un rapport comme ça. Donc ça c'est un premier point. Votre deuxième point, je sais plus, je voulais rebondir, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Je voulais dire aussi qu'il existe en fait, comment on appelle ça, je ne me rappelle plus le nom là, les forums d'échange d'informations, etc. Dans le cadre de REACH, c'est-à-dire qu'en définitive, il y a quand même toute une discussion qui a trait et qui peut être alimentée par, je dirais, l'ensemble des gens sur les produits qui sont discutés. Si vous allez sur le site de l'ECHA, vous allez tomber effectivement sur ces forums d'information. Je pense que peut-être monsieur pourra plus en parler que moi.
mais dans lequel effectivement, moi j'ai vu des collègues scientifiques qui ont participé, qui ont fait des réflexions, qui ont envoyé aussi des documentations et de la littérature scientifique en rapport avec les thèmes qui étaient débattus sur tel ou tel produit, quoi. Donc on est quand même dans une ouverture quand même, hein. On n'est plus du tout dans le... Enfin, je le pense honnêtement, on est plus quand même dans une ouverture d'une certaine transparence. Mais voilà. Mais comme pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'aspect citoyen est important, c'est à vous. Hein. Pour les plus anciens d'entre nous, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, il y avait une campagne qui avait été lancée contre les oranges Mousspa, qui venaient d'Afrique du Sud. Okay, et qui était donc globalement une campagne anti-apartheid pour combattre justement l'apartheid en Afrique du Sud. Bon, je ne sais pas si elle a servi beaucoup cette campagne, mais enfin elle avait été quand même relativement bien orchestrée au niveau français, et je veux dire, quelque part, à un moment donné, on peut faire quand même trembler certaines filières. Je vous rappellerai quand même aussi qu'il y a quelques années de ça, il y avait eu un problème justement de positionnement social, il me semble, si mes souvenirs sont bons, au niveau d'une firme qui produit des yaourts, je ne veux pas la citer parce que je ne voudrais pas me retrouver là-dedans. Et je crois que là aussi, hein, il y avait quand même un mouvement dans les rayons des supermarchés français qui avait conduit à une désaffection de tout produit pendant quelques semaines, quoi. Donc il y a quand même un certain pouvoir des consommateurs. On n'est pas complètement tenu, puis c'est vrai que quand on voit quand même la multiplicité des produits, on peut se demander ce qu'il en faut autant. Non, madame disait qu'il faudrait que ça soit régulé avant que ça soit mis sur le marché. Oui. Attendez.